à tous, nouvelle semaine, nouveau dossier, et c'est avec une grande joie aujourd'hui que nous abordons le thème de la douleur au sens large, mais la douleur chronique en particulier, et nous sommes ravis d'accueillir pour cette thématique le docteur Marc-François Paya. Bonjour docteur Paya. Bonjour Mathilde et merci de me recevoir. On est ravis de vous retrouver. Vous êtes un habitué de nos rendez-vous par votre parcours, par votre expérience. Vous avez toujours des partages d'une richesse incroyable à nous amener au travers de différents dossiers que vous avez pu nous proposer ici. On pense au plasma de Quinton. On pense aux micronutriments, aux interactions entre les micronutriments, qui étaient absolument formidables. On pense à tout ce qui est électrosensibilité, que vous avez proposé la dernière fois, les syndromes d'électrosensibilité chimique et électrique. Oui, c'était électrique de manière générale. Électromagnétique, voilà, il manquait un bout du mot. Et donc voilà, deux dossiers absolument incroyables que vous pouvez retrouver bien évidemment. Et puis, donc aujourd'hui, la douleur. Alors, je le rappelle, vous êtes docteur en médecine, diplômé en acupuncture, en homéopathie, en ostéopathie, en auriculomédecine. Vous êtes un ancien directeur du département universitaire. Vous êtes médecin consultant et expert auprès des tribunaux, directeur scientifique des laboratoires Quinton, orateur, conférencier, auteur. Donc, on parlait du dossier à l'instant. Vous avez écrit un livre incroyable sur les interactions entre certains médicaments nécessaires, mais malgré tout qui entraînent des carences. Donc, l'importance de se supplémenter en micronutriments. On en parlait à l'instant, vous avez fait un dossier là-dessus. Vous animez des formations dans vos domaines d'expertise qui sont en particulier la nutrition, le métabolisme et puis la douleur dont on va parler aujourd'hui. Oui, je me suis toujours intéressé à la douleur et quand j'avais créé le département d'auriculothérapie à la faculté de médecine de Bobigny, ça avait été un des axes de recherche qu'on avait eu avec mes assistants et avec les étudiants et on avait eu certains diplômes de fin d'études donc qui avaient été orientés sur ça. Mais moi-même, en 1989-90, j'avais fait le diplôme universitaire à Montpellier sur d'évaluation et traitement de la douleur. Et donc, quand Bernard Kouchner, qui était ministre, avait pris la décision de créer un enseignement officiel, c'est-à-dire qui allait au-delà d'un diplôme universitaire de la douleur parce qu'il trouvait qu'il y avait des carences de prise en charge, et la carence de prise en charge a été très simple, c'était comparer la consommation de morphine aux États-Unis ou en Grande-Bretagne par rapport à ce qu'elle était utilisée en France. Donc, à l'époque, j'étais déjà installé en Espagne et j'étais revenu suivre un an de formation et passer la capacité d'évaluation et traitement de la douleur, qui un jour sera transformée en spécialité. Il faut bien voir que l'endocrinologie était une capacité, il a fallu 25 ans pour qu'elle soit reconnue comme spécialité. Et donc j'ai une formation. Au départ, j'ai une formation d'interniste en douleur, puisque j'ai fait une thèse de neuro et que mon patron disait qu'il ne formait pas des neurologues, mais des internistes en douleur. Et ensuite, j'ai une formation d'interniste de la douleur. Donc, j'ai eu la chance d'avoir tous les patrons à Montpellier qui sont venus nous parler de la douleur dans leur spécialité. Alors, quand on dit, en Espagne, les patients se posent des questions souvent étonnantes et me disaient qu'est-ce que vous faites sur la douleur? Ben, des pieds à la tête, je suis capable de prendre en charge. Voilà. Bon, et donc c'est une joie qu'on a de vous retrouver aujourd'hui pour que vous nous éclairiez sur tout cela parce que il y a tellement de personnes. Alors la douleur, c'est quelque chose qui est bénéfique à un moment donné parce que ça nous alerte, ça nous donne une information sur le corps. Mais dès lors qu'elle devient chronique, et c'est ce que vous allez nous dire aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. C'est ce que vous allez nous partager. Déjà pour commencer, docteur Paya, parce que pour bien comprendre, il y a plein de choses qu'on peut mettre derrière la douleur. Est-ce qu'on pourrait déjà commencer par avoir un peu les bases, le socle, pour qu'on parle tous de la même chose en fait, et que derrière les mots, on entend bien. Alors, la définition de la douleur, elle a posé la définition. Depuis 1991, maintenant je suis retraité, donc j'ai fait partie de l'Association internationale d'études de la douleur. Et donc, c'est cette association qui s'occupe de la définition. Donc, il y avait une définition qui datait de 1997
Et aujourd'hui, il y a une définition qui a été changée en 1920. D'ailleurs, la définition de la douleur vient d'être mise à jour par cette association. C'est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle. En fait, c'est une formulation alambiquée qui révèle le fait qu'il est difficile d'avoir une définition générale de la douleur et que c'est une définition personnelle. Alors, elle est influencée bien sûr par des facteurs biologiques comme le sexe et l'âge et l'hérédité, et des facteurs bien sûr psychologiques et sociaux. Et aujourd'hui, vous pouvez nous la redonner, s'il vous plaît, la définition, pour que peut-être on l'entende bien et qu'on comprenne bien ce qu'il y a derrière. Expérience sensorielle et émotionnelle désagréable associée à, virgule, ou ressemblant à celle associée à une lésion tissulaire ou réelle ou potentielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on ne trouve pas de lésion, on peut avoir une douleur. Et oui, c'est le problème avec lequel se retrouvent certains malades, un problème que j'avais évoqué sur le webinaire qu'on avait fait, sur le dossier qu'on avait fait sur les syndromes de sensibilisation centrale, c'est qu'on voit, par exemple, des femmes, je dis des femmes parce qu'il y en a 9 pour 10 malades et un seul homme, qui ont l'air tout à fait normaux et qui ont des douleurs partout dans la fibromyalgie. Bien sûr. Hein, et je répète ce que j'avais dit à l'époque, c'est avec un tensiomètre et pas avec la pression des points qu'on met en évidence le seuil d'apparition de la douleur. Vous mettez un tensiomètre à une vraie fibromyalgique et à 90, entre 90 et 120 mm de pression, elles se mettent à hurler, alors que quelqu'un de normal, il commence à vous dire à 210, 220, ça commence à me gêner. Pas la même chose. Donc, on voit qu'il y a un niveau personnel, il y a un niveau de seuil, il y a les contraintes environnementales. On trouve une augmentation du seuil, enfin une baisse du seuil de la douleur chez les gens qui sont stressés, en dépression, qui ont un burn-out. Donc, c'est quelque chose, le facteur psychologique et social est très important. Oui. Alors, la définition de 79 a été modifiée, on a rajouté le mot ressemblant à, parce que justement, des fois, il faut aller chercher une référence pour pouvoir expliquer une douleur. Voilà. D'accord. D'accord. Chacun va avoir un peu son ressenti. Voilà. Et individualisé. Et ensuite, il y a, bien sûr, il y a différentes causes de douleur et il y a 4 composantes dans la douleur. Il y a une composante sensitive qui est un signal d'alerte, vous l'avez dit. Il faut souvent, la douleur veut dire qu'il va se passer quelque chose. Il y a la localisation de la douleur qui souvent permet, dans le cas des douleurs neurologiques, de pouvoir faire un diagnostic. Le trajet, par exemple, d'une sciatique, suivant l'endroit où elle passe au niveau du mollet, peut vous dire si c'est à tel niveau qu'on peut avoir une lésion discale ou au niveau au-dessus. Ça, c'est évident. Il y a une composante, l'impression avec laquelle le malade vous décrit la douleur. Est-ce que c'est une brûlure? Est-ce que ça chauffe? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est une décharge électrique? Donc, c'est très important. Et ensuite, on a une composante affectivo-émotionnelle, contexte, l'anxiété, la dépression, cognitive, des processus centraux. Suivant l'éducation, on peut avoir ou pas, ou suivant la culture, on peut avoir une expression de la douleur plus ou moins importante. Autour de la Méditerranée, la douleur s'exprime de façon plus brillante que chez un nordique. Voilà. D'accord. C'est d'expérience, vous vous êtes rendu compte que oui. Le côté plus latin fait qu'on exprime plus, même comme la manière de parler, où on va parler plus avec les mains, on va parler plus fort. Oui, la douleur va être exprimée de façon plus visible, plus bruyante. Parce que ça a son importance. Le nordique est plus le culturel, bien sûr. Le méditerranéen est extroverti, ça va sortir. D'accord. Donc c'est intéressant ça. Donc, vous nous dites aussi, c'est important parce qu'on a une mémoire de la douleur.
Moi, Non, parce que, attendez, juste là, pour bien segmenter. Donc là, vous nous parlez qu'il y a 4 composantes de la douleur. ouais. Donc, sensitive, si je me souviens bien, sensitive, tout ce qui est Affectivo-émotionnelle, cognitive et comportementale. Et à partir de ces composantes, il va y avoir différents types de douleurs. À partir de ces composantes, on va avoir différentes expressions de la douleur. Différentes expressions de la douleur. Super. Alors, du coup, on vous écoute. Quelles sont-elles? Ouais. Sensitive, affectivo-émotionnelle, cognitive et comportementale. Donc, ce sont les manifestations qu'on observe physiquement. C'est ce qu'on observe, je vous disais, la différence entre un méditerranéen et un nordique. Un va être plutôt extroverti et l'autre va être introverti. En général, on va avoir des pleurs, des cris parce qu'on a mal, alors que l'autre, il va se tordre sur son lit, il va rien dire, il n'est pas capable d'exprimer. Oui. Ça tient la culture. Ok. On comprend bien. Ça, pour les composantes, ok. Du coup, vous nous parliez de types de douleurs. Oui. Alors, les types de douleurs. On va essayer de les définir. Il y a la douleur nociceptive, c'est celle, par exemple, quand on s'écrase un muscle, on se casse une jambe, etc. Il y a une lésion tissulaire. Ce type de douleur qui est lancinante, qu'il faut calmer, elle répond très bien aux antalgiques, aux morphiniques. Donc, c'est une douleur qu'on trouve dans le cancer. C'est une douleur que j'ai pas eu trop à prendre en charge parce que les protocoles sont bien définis, les médicaments aujourd'hui sont puissants, codifiés, et qu'on arrive assez bien à contrôler. Quand il n'y a pas d'erreur, on en parlera plus tard. La douleur neuropathique, là, de par ma formation de neuro au départ, puisqu'au départ j'ai fait 3 ans de réanimation neuro, et c'est resté un petit peu avec la douleur le cadre préféré dans lequel je vois les malades, c'est la conséquence d'une lésion ou pas. Ça, les définit en champ de l'irritation ou de l'agression d'un nerf. Et là, par exemple, on a besoin de traitements adaptés. Donc, on a parlé des douleurs qui pouvaient être associées à un traumatisme qui était une douleur nociceptive. Et par exemple, on peut avoir chez quelqu'un qui a eu un trauma au niveau d'un membre inférieur, au niveau d'un bras, une algodystrophie, qui est un autre type de douleur qui vient se greffer, qui est de type neuropathique. Et c'est pas du tout la même prise en charge. Ce sont des douleurs qui répondent pas bien aux antalgiques classiques et qui répondent pas bien aux morphiniques. Donc, c'est-à-dire que quand on voit arriver ce genre de malade avec des remèdes de ce type, il faut savoir mettre en place un autre traitement et arrêter les morphiniques pour pas avoir d'accoutumance. Ça, c'est l'autre problème. Alors, si vous avez bien sûr une douleur neuropathique, il faut savoir prendre des décisions rapides. Moi, je me rappelle toujours d'un malade qui était arrivé chez moi avec une sciatique hyperalgique, donc avec fonte musculaire, etc. C'est-à-dire, c'était un tableau aigu et ça traînait depuis 2 mois parce que personne n'avait prescrit de scanner, parce que à l'époque, la Sécu disait qu'il fallait attendre 3 semaines avant de prescrire un scanner. Donc, en fait, il avait changé de médecin, il avait fait tout un tas de traitements, mais l'examen principal n'avait pas été demandé. J'avais téléphoné au radiologue, il avait pris en urgence au vu de ce que je disais, me connaissant, donc il m'avait dit qu'il y a un conflit majeur et j'ai un problème sur la visualisation de la racine sciatique. J'ai téléphoné à mon ami Bernard, que je ne nommerai pas, qui était mon chirurgien de prédilection, qui a opéré mes malades pendant plus de 15 ans à Montpellier, et coup de fil de Bernard qui l'opère en urgence et qui me dit: Marc, tu as bien fait de l'envoyer en urgence, il y avait une nécrose du nerf sciatique qui commençait. Donc, pour un problème administratif, cet homme allait perdre complètement l'usage de sa jambe, et il n'a d'ailleurs pas bien récupéré. Oui, donc il ne faut pas hésiter, à changer. À l'époque, je me suis fait tomber dessus par le médecin conseil de la caisse dont il dépendait, qui voulait me mettre une amende parce que j'avais fait un scanner sans attendre 3 semaines après l'avoir vu. Et j'avais quand même sauvé la jambe. Oui, bien sûr. Après, je pense aux personnes qui nous écoutent, parfois quand on appelle et qu'on veut avoir un rendez-vous, malheureusement. Dans le cadre d'une douleur chronique,
on va la définir tout à l'heure, on peut se trouver parfois face à un problème aigu pour lequel il faut réagir. Oui. Oui, oui, oui. Donc voilà, Elle, elle est faut chronique être parce attentif. elle est chronique parce qu'elle n'a pas été bien prise en charge. Oui. Ben, vous allez nous expliquer un peu Voilà. le chronique. Est-ce que Ensuite, là, dans les différents types de douleurs, donc là, on a nociceptives vu et neuropathiques, nociceptive, neuropathique, et la troisième, c'est la douleur centralisée, c'est celle dont on a parlé dans le dossier, c'est-à-dire qu'on a un défaut d'interprétation du signal douleur qui arrive au niveau du cerveau. Donc c'est le cadre de la fibromyalgie, de certains patients qui ont un syndrome du côlon irritable ou des céphalées de tension, c'est défini comme ça. C'est-à-dire que c'est euh, un défaut d'interprétation du message qui est reçu au niveau du cerveau, où c'est transformé en douleur. Et là, on a d'autres types de traitements qui n'ont rien à voir avec les problèmes ça répond pas aux antalgiques, il faut faire autre chose, on va voir plus tard. bon, Donc, vous allez nous donner des clés parce que voilà, pour alors, anticiper, sachant que vous ce nous qu'il faut, parlez sa- ce qu'il faut savoir, oui, c'est c'est qu'une docteur Paliage, douleur. vous nous parlez de douleurs aiguës, mais sauf que parfois, voilà, c'est difficile de trouver Et un une traitement. personne qui souffre de douleurs chroniques peut avoir les trois types de douleurs en même temps. D'accord. Parce que voilà, parce que l'aigu n'a pas été traité à temps, parfois de manière administrative, ou parfois ça a traîné, ou parfois on ne s'est pas écouté non plus, ça devient du chronique. Et Et là, il faut rajouter un élément ou parce qu'il n'a pas répondu à un traitement correct qui rentre dans la définition de la douleur chronique. Douleur aussi. chronique, à l'époque où j'ai fait le DU, c'était une douleur qui, bien traitée, ne répondait pas au traitement après 3 mois de traitement. C'était ça la définition. Aujourd'hui, ça c'est un peu compliqué. Il parle de douleur chronique primaire. C'est une douleur dans une ou plusieurs régions anatomiques. C'est une douleur qui dure plus de 3 mois et qui est associée à une détresse émotionnelle importante ou à un handicap fonctionnel. La douleur n'est pas mieux expliquée par un diagnostic de douleur chronique. On utilise des termes ambigus comme douleur non spécifique, douleur fonctionnelle, douleur dysfonctionnelle, douleur somatomore. En fait, c'est un peu le flou. Et ensuite, il y a une douleur chronique secondaire qui est une douleur liée à une maladie à part entière et une douleur symptôme. Alors, maladie à part entière, ben, on peut avoir, malgré un traitement complètement adapté sur une maladie auto-immune comme la polyarthrite rhumatoïde, on peut avoir une douleur chronique qui est liée à la maladie qu'on calme difficilement. Ou on peut avoir une douleur chronique qui est le symptôme d'autre chose. Mmh. D'accord, mais c'est intéressant que vous ayez réexpliqué un petit peu comme ça. Ce qu'on met d'ailleurs chronique, déjà plus de 3 mois, déjà. Qui n'a pas Supérieur. répondu. Je crois que ce qu'il faut regarder en tête, c'est la première définition que l'on a enseignée. C'est une douleur qui, soignée correctement, ne répond pas au traitement Ne après répond pas. 3 mois de traitement adapté. Complètement, complètement, c'est intéressant. Et alors du coup, à l'intérieur de ces douleurs chroniques, y a-t-il des spécificités ou des particularités à noter à l'intérieur? Oui, alors, on rentre encore dans la classification, Oui. mais on est obligé de faire un débroussaillage pour comprendre, hein. Je m'en excuse, c'est un petit peu complexe. La douleur nociceptive, elle est liée à une activation des nocicepteurs. La douleur neuropathique, elle est liée à une lésion. Alors peut-être est-ce que vous pourriez réexpliquer, peut-être pour les personnes qui nous regardent et qui ne connaisseraient pas, les nocicepteurs, juste nous redonner un peu. Ce sont des récepteurs d'un certain type de douleur. Voilà. Voilà, mais c'est voilà, Donc, mais c'est ensuite, des la douleur capteurs. neuropathique, elle est liée à une lésion, une maladie affectant le système somatosensoriel, c'est-à-dire que le système nerveux est lésé et ça donne ce type de douleur. Et la douleur nociplastique, c'est la nociception, c'est-à-dire la perception en elle-même qui est altérée. D'accord. Et Donc dans la les douleur douleurs chronique, nociceptives, ben, neuropathiques et dans la douleur nociplastiques. chronique, on peut avoir une activation des nocicepteurs, on peut avoir une lésion sur le système neurologique, sur le trajet d'un nerf, et on peut Oui. avoir aussi une altération de la perception, c'est-à-dire qu'on peut avoir les trois. Donc si on ne traite pas les trois composantes, on va automatiquement se retrouver avec une douleur chronique, parce qu'il y en a toujours une ou deux des trois composantes qui vont être là, qui vont créer une douleur. Mmh.
Et ça, Oui. bien sûr, on rentre après dans un autre problème qui est souvent squeezé. Moi, à Montpellier, au centre antidouleur de Montpellier, il y avait des consultations, je dirais, de médecine d'algologie intégrative, c'est-à-dire que le patron, M. Roquefeuille, à l'époque, souhaitait et avait obtenu que les anesthésistes réanimateurs ou les médecins qui étaient là, même les psychiatres, aient une autre spécialité, acupuncture, homéopathie, phytothérapie, pour pouvoir avoir une grille d'analyse différente. Et donc, le malade était vu à l'époque par plusieurs médecins et il y avait une réunion où on définissait en fonction de l'appréciation de 2 ou 3 médecins, dont un psychiatre spécialiste de la douleur, la détermination du traitement qui était envoyé aux médecins. Moi, en travaillant en libéral, ben, je voyais souvent des gens qui soit avaient été vus dans un centre antidouleur, soit avaient erré de médecin en médecin en cherchant une solution. Donc, sachant que à partir de 1980, la fin des années 90, on a eu accès à des morphiniques en patch comme le fentanyl, qui hélas n'est pas prescrit comme il devrait être prescrit, puisque moi on m'a appris que on cherchait la dose de morphine qui était efficace chez le malade et qu'on transformait la dose de morphine correspondant avec le fentanyl et qu'on donnait le patch correspondant. Et je vois aujourd'hui des prescriptions encore d'un patch de fentanyl d'emblée, sans chercher la dose. Et là, on ne sait pas où on va. On peut créer une dépendance, mais surtout, aujourd'hui, le fentanyl fait partie des drogues qui se vendent sous le manteau et c'est devenu un produit qui a été formidable pour calmer les douleurs nociceptives. C'est devenu un produit avec lequel on se drogue. Voilà. Donc, oui, parce que mal traité, mal abordé, mal diagnostiqué aussi peut-être, mal abordé. Détourner son usage pour devenir une drogue de consommation courante. Puisque Oui, comme il avait l'effet démorphinique sans avoir les effets de l'absorption par os, c'est-à-dire les troubles de constipation et les troubles respiratoires donc étaient beaucoup moindres. Voilà. Donc on pouvait se droguer avec un produit sans avoir trop de désavantages. C'est un des problèmes actuels. Alors, et ensuite, quand on prend en charge une douleur chronique, on se trouve en face d'une dualité. Et la dualité, c'est qu'il faut traiter le malade avec sa douleur, mais il faut aussi prendre en charge sa souffrance. Et si on ne prend pas en charge sa souffrance, on a un échec. C'est-à-dire que c'est le physique et le moral et émotionnel qu'il faut prendre en charge. Et je remercie, moi, mes maîtres de nous avoir donné une formation en psychiatrie de la douleur, 3 ans de psychiatrie de la douleur. On ne voit plus du tout les malades de la même façon. On ne voit plus du tout les malades de la même façon parce que c'est pas donner un cachet, c'est pas donner une injection, c'est pas mettre une aiguille d'acupuncture. Non, c'est une relation particulière qui doit exister, c'est-à-dire que la première chose que doit faire un algologue, c'est savoir écouter. Et savoir écouter, ça demande du temps. Oui. Et aujourd'hui, ben, le temps. Oui, on manque, bien sûr, bien sûr. On sait ce que ça devient. Il y a la pression des malades qui attendent derrière et il faut accélérer. Et ça, c'est un métier où il ne faut pas être bousculé. Oui, oui. Bah, la pression des malades, parce que aussi, il y a de moins en moins il y a des déserts médicaux. On le voit, nous, sur les dossiers qu'on a, avec les retours qu'on peut avoir des abonnés ou des personnes présentes qui nous partagent que parfois, pour prendre rendez-vous chez un médecin, même généraliste, il peut se passer 3 semaines. Et je parle même pas des spécialistes où on peut avoir entre 6, 7, 8 mois. Donc, voilà, il y a cette pression-là aussi parce qu'il y a des déserts médicaux. Et même en ville, hein, parfois, on peut avoir des retours où il y a des longs temps d'absence. D'attente, pardon, mais bon, c'est de l'absence aussi. Moi, j'ai exercé plus de 25 ans en Espagne, donc l'avantage que j'avais, c'est en étant libéral, sur une consultation pour une douleur chronique, je prévoyais 1h30. C'est ce qu'il faut en moyenne. Oui, mais ça se fait quasiment plus, ça, des médecins qui reçoivent 1 heure ou 1h30.
À part peut-être certains spécialistes, mais c'est de plus en plus rare, en fait. Il n'y a que les hospitaliers qui peuvent le faire. Aujourd'hui, un libéral ne peut plus faire ça. Avec la cotation des actes telle qu'elle existe, il ne pourrait pas vivre. Bien sûr, oui, non, mais bien sûr, bien sûr. C'est un des autres problèmes de société qui existent. Alors qu'en Espagne, le système libéral est complètement indépendant, il n'y a aucune relation avec la sécurité sociale, et donc automatiquement, on peut moduler les honoraires pour pouvoir prendre le temps d'écouter et de traiter. C'est un abord différent. Et en fait, oui, c'est bon. Oui. Bon, la première chose, c'est l'écoute, et la deuxième chose, c'est l'empathie. Parce que il faut une grosse dose d'empathie pour faire ce métier. Parce que quand on vous a déversé tout un tas de souffrances dessus, je ne parle pas de douleur, de souffrance. Parce que non, douleur et souffrance, c'est pas pareil, bien sûr. La souffrance, vous la prenez en charge. Quand vous arrivez le soir à la maison, des fois, vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas très gai. Bien sûr. Voilà. Non. Bien sûr. Et ce que je répète depuis toujours, le temps de l'écoute est très bénéfique parce que c'est lui qui permet au malade de vous donner le diagnostic. Oui. Alors c'est ça. Alors précisément, le diagnostic, parce que là est toute la difficulté d'arriver à poser le bon diagnostic. Alors déjà, poser un bon diagnostic. Vous parlez de bon diagnostic. C'est quoi un bon diagnostic? C'est un diagnostic. C'est un diagnostic qu'on rectifie parfois les diagnostics des confrères, ce qui est parfois pas facile. Il faut rester toujours très déontologique si on n'est pas d'accord. Mais le temps de l'écoute vous permet de comprendre. Et je vais vous donner trois exemples. Le premier exemple, c'est une malade qui était venue me voir d'Almeria, qui était à plus de 200 km au sud de l'endroit où j'avais mon cabinet, qui est arrivée en fauteuil à roulettes pour des vertiges, puisqu'à Alicante, j'avais une clinique de prise en charge de la douleur et de l'équilibre. Et donc, je suis tombé sur une Andalouse qui parlait tellement que je n'arrivais pas à poser une question. Après 1h30, j'avais commencé à comprendre ce qu'elle voulait me dire. Et j'ai demandé à son mari de rentrer. Et le mari, je lui ai demandé, mais je n'ai pas réussi à savoir avec votre épouse comment ça a commencé. Et en fait, l'épouse me parlait de ses vertiges, qu'elle était tombée. Je n'arrivais pas à trouver, elle ne voulait pas remonter. Et le mari me dit, oh, ben, ma femme, elle avait des migraines pendant les règles, et puis du jour au lendemain, elle n'a plus de migraines. En 2 ou 3 mois, c'est devenu des vertiges. Et puis après, les vertiges sont permanents. En fait, c'était une migraine accompagnée que j'ai traitée par un anticalcique qu'on donnait à l'époque dans les migraines chroniques. Et 1 mois et demi après, elle m'a téléphoné pour me remercier parce que c'était la première fois qu'elle sortait à pied faire ses courses, alors que ça faisait 14 ans qu'elle allait faire ses courses en fauteuil à roulettes. Donc, on était passé d'une situation de vertige à une situation de migraine, douleur, migraine accompagnée. Il y a des migraines accompagnées qui se révèlent par des hémiplégies. J'ai vu ça à l'hôpital. Mon patron avait fait sa thèse sur les migraines, professeur Lacroix. Et donc, on avait bien compris les différentes formes de migraines. J'avais vu le père d'un confrère qui était rentré sur une crise de migraine, une hémiplégie. Donc, on a différentes manifestations qui peuvent s'associer à des migraines. Et il faut pouvoir démêler la chose et remonter à la migraine. Le deuxième cas que j'ai eu, c'est un patient qui est arrivé avec un diagnostic de migraine qui n'était pas une migraine. Et en fait, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que dans l'explication, il me décrivait des névralgies faciales qui touchaient la partie inférieure de la face, donc territoire du 5-3. Mais à un moment, ce qu'il décrivait, ça n'était pas du tout des névralgies faciales, c'était une algie vasculaire de la face, c'est-à-dire qu'il avait des crises de douleur avec rougeoiement qui apparaissait en décharge, en suivi sur plusieurs jours. Et en fait, c'est ce qu'on appelait des céphalées en grappe ou algie vasculaire de la face. Et là, ça fait tilt. Je lui ai fait faire une IRM avec
injection. Et on s'est aperçu qu'on avait un contact entre une artère et le nerf trijumeau. Et il a fallu l'opérer, mettre une mousse de téflon entre l'artère et le nerf. Parce qu'en fait, l'artère, quand vous regardez le système nerveux d'une artère, pour les jeunes, je ne sais pas s'ils comprendront, pour ceux qui sont plus âgés, c'est comme la maille électrique qui était autour du câble de la télé. Quand on a enlevé le premier plastique blanc du câble de la télé, il y avait envoyé une maille de cuivre qui était enroulée tout autour. Le système nerveux d'une artère, c'est comme ça. Et donc, on avait passage d'influx par le contact entre le système nerveux de l'artère et le nerf, ou entre le nerf et le système nerveux. Et on avait les deux expressions. Et quand on sépare en mettant une maille de téflon, il n'y a plus de contact, et ça fait cesser ces crises. D'accord. Bon, donc on voit vraiment l'importance d'avoir un praticien, un docteur, un médecin qui nous écoute, cette empathie dont vous parliez, d'essayer de vraiment d'aller au cœur, de remonter à l'origine même pour vraiment avoir ce diagnostic le plus précis possible que vous nous partagez à l'instant. Voilà, donc à Bobigny, on avait pas mal de dentistes qui suivaient le cursus d'auriculothérapie. On avait beaucoup travaillé sur les starters de la migraine. D'ailleurs, en 96, il y avait eu un congrès national sur les céphalées à Paris et on avait présenté un travail sur les starters de la migraine. Et en particulier, il y a deux starters de la migraine qui sont ignorés. On traite la migraine alors qu'il faudrait traiter la cause. C'est les problèmes sur l'articulation temporomandibulaire. Et Dieu sait combien de fois on ouvre la mandibule pour parler ou pour manger. Et le deuxième, c'est un petit nerf qui est à l'angle interne de l'orbite, qui est le grand oblique de l'orbite qui se spasme et qui est un inducteur de migraine aussi. Et on avait beaucoup travaillé là-dessus. C'est ce qu'il faut traiter. Ça se règle assez simplement. Les problèmes d'ATM, déjà en faisant faire une gouttière de désocclusion au chirurgien dentiste, on voit qu'on a une amélioration nette. Et pour les problèmes de grand oblique, une rééducation orthoptique, à l'époque, on avait des produits qui permettaient de faire relâcher les muscles, mais ils sont plus commercialisés. On a toujours la technique des aimants de Baron qui permet de soulager le patient très facilement en mettant un aimant sur une partie haute basse de l'orbite. En fonction de la polarité, on fait lâcher le trouble de convergence ou la phorie qui existe, et on arrive donc à déconnecter le processus qui déclenche la migraine. Ensuite, voilà, encore faut-il bien, encore une fois, le bon diagnostic, poser le bon regard sur l'origine. Vous nous parliez des dents, c'est vrai que je vous renvoie sur un dossier qui est paru il n'y a pas très longtemps avec le docteur Catherine Rossi, qui est chirurgien dentiste, et voilà, qui nous parlait des liens incroyables entre de multiples maladies, mais notamment les migraines et toute la sphère buccale. Oui. Donc c'est intéressant que vous refassiez le lien là aussi encore aujourd'hui. Ben, bien sûr, surtout que regardez le problème de centrage d'une occlusion dentaire, ce sont les canines. Et la canine supérieure, on parle de la dent de l'œil. Ah, très bien. D'accord. Voilà. Et en fait, ça correspond, les canines correspondent aux ganglions stellaires, puisque j'avais présenté un travail à l'époque. Les bourgeons dentaires ont la même origine embryologique que les ganglions nerveux de la chaîne prévertébrale. Donc, on retrouve une somatotopie au niveau de la bouche qui correspond à la chaîne prévertébrale et donc aux organes qui sont innervés. Donc, c'est comme ça que j'ai fait naître 110 enfants chez des femmes qui n'arrivaient pas à avoir des enfants en faisant soigner toujours la même dent. D'accord. Oui. Voilà. On parlera de problèmes. Ça correspondait à un blocage des ovaires, elles n'arrivaient pas à ovuler. Oui. C'est intéressant. On ne le fait pas automatiquement, évidemment, mais on l'entend de plus en plus. Mais c'est vrai que c'est un temps que vous nous reparliez. On reparlera, on prendra un sujet et vraiment un dossier tout à fait sur ce sujet. Il y aura beaucoup à dire, très certainement. Par rapport au diagnostic, juste pour terminer, et après que vous nous parliez des moyens de prise en charge, parce que je pense que c'est aussi ce qui intéresse beaucoup les personnes qui nous écoutent, simplement par rapport au diagnostic et par rapport à l'échange qu'il y a avec son médecin, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'évaluation de la douleur? Est-ce qu'il y a possibilité d'arriver à évaluer correctement la douleur? Oui, alors 2 secondes. Ma règle qui s'est sauvée. Ah. Donc,
Quand j'ai fait mon master d'expertise d'évaluation du dommage corporel et de l'invalidité en Espagne, j'ai fait un mémoire de 100 pages sur l'évaluation de la douleur qui a beaucoup gêné parce que les assurances ne voulaient surtout pas qu'on puisse évaluer de façon scientifique la douleur, parce que si on évalue une douleur, on est obligé de la payer. Donc la plupart des barèmes de compensation en cas d'accident, etc., ne tiennent pas compte de la douleur. On a une règle générale pour évaluer la douleur. Donc on a un outil qui est ça. Donc une règle avec un curseur que le malade déplace entre aucune douleur et une douleur maximale. Et le médecin, d'autre côté, a une échelle graduée qui va de 0 à 10. Mhm. Donc, il y a un travail qui a été fait aux États-Unis qui a montré de façon formelle, avec un grand nombre de malades, qu'au moins 3 praticiens évaluant à des moments différents le même malade avaient exactement le même résultat. Donc, D'accord. Donc, on ok. n'est C'est plus, intéressant, ça. on n'est plus du tout sur une évaluation subjective, on est sur une évaluation objective avec des critères. Bien sûr, vous avez le tricheur qui va tenter de vous dire qu'il est au maximum. Mais à ce moment-là, la prise en charge n'est pas possible. Quand le malade vous fait confiance et a compris que vous êtes là pour l'aider, Oui, oui, quand il y a cette empathie, cette écoute dont vous nous parliez juste à l'instant, avec différents praticiens, on peut retrouver la bien même sûr, évaluation chez le même hyper malade à intéressant des ça. moments différents pour la même douleur qui n'a pas répondu au traitement. Donc, une douleur peut être évaluée. Elle Absolument. peut être notée, si vraiment on prend les mots plus Et oui, basiques, plus voilà, vocabulaire. on l'évalue entre 0 et 10, voilà. Et donc, Hmm. ça permet aussi d'avoir une évaluation d'efficacité du traitement. Hmm. On le fait dans les hôpitaux, ça, mais c'est vrai que là, ce que vous nous amenez, c'est que parfois ce n'est pas reconnu. Notamment, vous me parlez d'assurance, mais qu'en tout cas, voilà, il y a des études qui ont été menées qui montrent que clairement, ces résultats sont extrêmement fiables en fait par rapport Oui, à l'échange qu'il y a entre le absolument, médecin et le patient. absolument, D'accord. Et absolument. avec, vous me parlez cette règle-là. Très bien. Je vous propose de continuer un peu. Docteur Paya, c'est passionnant ce que nous a partagé. C'était important d'avoir ce socle-là un peu pour bien comprendre de quoi on parle, les différents types de douleurs, où ça se joue, comment est-ce qu'elles interagissent dans les différentes parties du corps, différents organes, différents capteurs. En fait, je pensais à nos récepteurs qui venaient. Oui. Euh, Donc, du coup, en fait, il y a une précision qu'il faut apporter. On a des dites-moi. récepteurs de la douleur qui sont situés dans les tissus périphériques, la peau, les muscles, etc. Et on va parler aussi de récepteurs maintenant aux médicaments, en parlant du traitement. C'est pas la même chose. Bon, alors vous allez nous faire ces précisions-là par rapport à la prise en charge. Donc, j'imagine que vous allez nous parler de la prise en charge médicamenteuse. Est-ce que vous pourrez aussi nous parler s'il y a d'autres dispositions Oui, bien euh, sûr. que le praticien pourra proposer pour aider le malade? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis 35 ans. Bah, parfait. Parfait. Alors, bah, écoutez, commencez par ce que vous souhaitez, les différents types de douleurs, peut-être. Alors, L'approche selon les différents types de douleurs que vous nous avez L'abord partagées. médicamenteux, pharmacologique, d'abord, il dépend du type de douleur. Et c'est une erreur de vouloir traiter tout le monde avec de la morphine quand on a des douleurs qui ne répondent pas à la morphine. Point à la ligne. Donc, ça dépend du type de douleur. Donc, les douleurs nociceptives, c'est-à-dire celles qui sont dues à une lésion tissulaire en général ou qui va de l'accident au cancer, hein, puisque le cancer, c'est une effraction tissulaire de certaines cellules dans un autre tissu. Euh, Ce sont des antalgiques qui vont depuis l'antalgique banal comme l'ibuprofène ou le paracétamol jusqu'à la morphine. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien l'IASP que l'OMS ont défini 3 paliers, les antalgiques banaux, aspirine, anti-inflammatoire qui a une activité antidouleur, paracétamol, niveau 1. Niveau 2, c'est l'association de ces molécules à un prémorphinique,
Donc, on a des produits comme le Diantalvik qui a disparu maintenant, le paracétamol, le tramadol, etc. Et ensuite, on a le niveau des différents morphiniques avec un gros problème, c'est qu'on a des agonistes et des antagonistes et que souvent on a une absence de résultat. Moi, j'ai souvent vu l'association d'un agoniste avec un antagoniste, c'est-à-dire que les effets du morphinique s'annulent et on a les inconvénients. Donc, il faut savoir manipuler ce genre de molécules. Ça s'apprend. C'est pas enseigné dans les bases de la médecine. C'est une formation à part. Ça, c'est une information pour les médecins qui pourraient nous écouter et pour peut-être certains patients qui pourraient prendre plusieurs médicaments. Essayez de vous renseigner, d'être curieux, regardez sur les boîtes, les compositions au regard de ce que Dr Paya partage aujourd'hui. Les choses sont bien faites. Normalement, le pharmacien a tous les outils logiciels pour les renseigner. Bon, et le pharmacien aussi qui peut aider. Je crois que certains pharmaciens sont très impliqués pour qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'association de molécules. Tout à fait. En France, vous avez un médecin généraliste, un médecin référent pour chaque malade. Mais en Espagne, vous avez des malades qui naviguent entre le système public où un médecin généraliste qui est attribué et qui peut changer puisqu'ils sont reliés à un centre de santé et pas à un médecin en particulier. Donc, ils peuvent changer de médecin sans le savoir, sans le vouloir. Et vous avez à côté de ça, ils vont consulter dans le secteur privé qui n'a rien à voir avec le secteur public et on peut avoir une accumulation de médicaments. Et dans le secteur public espagnol, j'ai jamais vu quelqu'un qui arrête le médicament prescrit par un spécialiste parce qu'il y a un autre diagnostic. Et là, on a des problèmes. Alors que aujourd'hui, en France, on a heureusement le filtre du médecin référent qui veut dire tiens, là ça va pas, là ça va pas. Oui, il y a cette il y a ce contrôle-là. Il y a ce garde-fou, heureusement. Bon, donc, plus de pharmaciens dont vous parliez à l'instant, effectivement. Le pharmacien a l'obligation de contrôler la cohabitation, je dirais, entre les différents médicaments. Très bien. Donc, par rapport à la pharmacologie, type de douleur, donc douleur nociceptive. Nociceptive, c'est antalgique avec les 3 paliers jusqu'au morphinique. Les douleurs neuropathiques, c'est elles répondent mal aux opioïdes, mais bien aux antiépileptiques. Donc, il y a le neurontin, il y a plusieurs molécules qui sont là, et des médicaments à visée centrale, comme les antidépresseurs et certaines benzodiazépines. Et les douleurs nociplastiques, c'est très difficile de définir un schéma, ça dépend de l'expérience du praticien. Alors, il faut savoir que un phénomène que l'on oublie souvent, c'est qu'il y a une mémoire de la douleur. Oui. Et cette mémoire de la douleur, moi, je l'ai vécue, puisque à une époque, j'ai été victime de colite néphrotique, quelque chose de très banal. Et quand les crises recommençaient, on était toujours au maximum de la douleur de la crise précédente. D'accord. Le système d'alarme est là. Oui, oui. Et donc, aujourd'hui, on sait traiter ça avec des très faibles doses d'un produit qui s'appelle un nafranil. Et chez un douloureux chronique, il ne faut pas avoir peur de manipuler, mais je répète, à très faible dose, souvent on en donne trop et ça ne fonctionne pas. Donc on est capable de bloquer cette mémoire de la douleur pour pouvoir passer à autre chose comme traitement. Et aller chercher le traitement adapté. Donc, au niveau de la sélection des molécules, c'est pas difficile. Dans les antalgiques, faire attention dans les interactions qu'ils peuvent avoir entre eux, parce que quand on en associe plusieurs, j'ai vu augmenter de façon au fil des années les doses de paracétamol qui sont administrées. Quand j'ai commencé dans les années 80, c'était 1 gramme, puis 2 grammes, puis 3 grammes, et là je vois des gens qui en prennent 4 grammes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le paracétamol est très toxique pour le foie. Mais c'est bien que vous le rappeliez parce que comme c'est en vente, en vente libre, oui, en vente sans ordonnance, et que c'est quelque chose qui est très très consommé,
c'est bien de rappeler Il qu'il y en a qui y a des prennent ça. précautions à prendre. Il y en a qui Énorme. prennent ça comme des pastilles Vichy. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Voilà. oui. Parfois en anticipation d'une douleur par ces biais cognitifs dont vous nous parliez à l'instant. Donc, Voilà. c'est vrai que c'est important de vous le rappeler. Il faut respecter les paliers, les 3 paliers de l'OMS, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais aller d'emblée chercher. Je ne parle pas du travail de l'anesthésiste qui, lui, doit casser la douleur post-chirurgicale. Je ne parle pas du service de réanimation, il ne faut pas que le malade souffre. Je parle dans la pratique médicale, il faut respecter les 3 paliers en sachant que le deuxième palier, il y a un 2A et un 2B. Mais ça, ça se trouve très facilement. Il n'y a aucun problème pour ça. Il faut éviter l'association agoniste-antagoniste, je le répète. Il ne faut pas passer d'emblée à des produits comme le fentanyl sans avoir cherché la dose de morphine correspondante pour avoir l'indication du produit. Il faut faire bien sûr attention des simulateurs qui veulent se procurer ce type de produit pour le revendre. C'est un problème de société maintenant. Et on doit soigner le malade quand en médecine de ville, à l'hôpital, on peut utiliser des doses massues pour casser la douleur. En médecine de ville, et j'en discutais à l'époque avec le professeur Roquefeuille, il faut qu'on ait une marge pour que le système d'alarme fonctionne chez le malade. C'est-à-dire qu'il faut pas aller chercher la dose maximale, il faut chercher la dose efficace, la dose minimale efficace. S'il y a quelque chose, que la douleur nous dise attention, il y a un truc qui va pas. Et il faut pas en faire des drogués. Tout le monde a entendu parler du scandale des opioïdes aux USA. On entend parler de 500 000 morts. C'est énorme. Tout ça parce oui, il faut que le patient. Campagne de publicité en vantait un produit que je nommerai pas et qui a été prescrit comme si c'était des petits pains. Donc, on a donc toujours avec les morphiniques, il y a une accoutumance, une augmentation des doses, et puis ensuite on a les effets secondaires. Les effets secondaires des morphiniques, c'est avant tout les troubles respiratoires, deuxièmement les troubles digestifs, parce qu'il y a des véritables occlusions qui peuvent apparaître parce qu'il y a une constipation massive. Voilà. Oui. Non, mais les répercussions les effets secondaires sont. Et quelque chose qu'il faut signaler, qui est lié à l'expérience que j'ai eue dans mes jeunes années de pratique où j'étais médecin dans une commission des permis de conduire, c'est que la prise de ces médicaments contre-indique la conduite automobile. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui. Il peut y avoir des accidents derrière. Vous savez, moi j'ai toujours dit à toutes les personnes que je connaissais, si vous avez un accident le matin, vous êtes blessé, vous demandez qu'il y ait une prise de sang pour qu'on cherche les médicaments chez celui qui vous a heurté. Puisque il y a des gens qui prennent des médicaments comme le Rivotril, qui est un antiépileptique, qui en France ne peut plus être prescrit que par les neurologues, alors qu'en algologie, à des doses très très faibles de 2-3 gouttes, on arrive à régler le sommeil chez les malades qui sont douloureux sans leur donner des produits plus puissants. Et on peut augmenter l'efficacité des autres médicaments, on n'a plus le droit de le prescrire, c'est réservé aux neurologues. Un produit comme le Rivotril, c'est un effet vous le prenez le soir et ça continue à marcher dans la matinée, donc vous perdez vos réflexes avec les benzodiazépines. Et ça, il faut le savoir. Non, c'est important qu'il y ait une vigilance. On a le droit de se soigner, mais de ne pas être un risque pour les autres. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ensuite, on a des moyens physiques. Alors, voilà, les moyens physiques, complètement. Alors, bien sûr, vous avez les courants électriques, surtout avec les TENS, qui sont pas trop utilisés, hélas, par les médecins, beaucoup par les kinés, qui permettent d'avoir des résultats et de diminuer les doses de médicaments. Vous avez certains rayonnements, comme les rayonnements infrarouges, qui arrivent à calmer, et on a toute une batterie d'appareils de physiothérapie qui ont un effet antalgique. D'ailleurs, l'ancêtre étant la fameuse lampe à infrarouge qu'on mettait à chauffer pour calmer le lumbago. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a des résultats incroyables. Vous pouvez vraiment renseignez-vous. Enfin, la façon vous nous en parlez là, mais effectivement, tout ce qui est rayonnement, lampe à infrarouge, ça a un effet incroyable sur les douleurs. Vraiment. Donc ça, et chacun peut compléter. On peut en acheter aussi. On peut s'en fournir. Il y a des personnes qui en vendent.
J'ai fait le dossier, j'ai monté le dossier scientifique pour une entreprise espagnole qui commercialise des, des accessoires, donc matelas, coussins, euh, chevillères, t-shirts, etc., qui contiennent des céramiques d'origine coréenne qui émettent dans l'infrarouge lointain, qui a un effet antalgique puissant. Donc, par exemple, les Coréens sur les douleurs de règles, carrément vendent des culottes dans laquelle on glisse un mouchoir en infrarouge et qui calme les douleurs de règles. Ils ont publié une étude sur 12 000 jeunes filles et c'est efficace à 80%. Donc, c'est pas une Formidable. douleur chronique, mais c'est quelque chose à savoir. Bien sûr, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Vraiment, infrarouge à garder en tête parce que ça peut avoir Voilà. une action Bon, complémentaire. certains lasers rouges peuvent fonctionner aussi. Mhm. Les aimants peuvent fonctionner aussi sur des douleurs. Moi, j'ai beaucoup utilisé des aimants. J'avais mis au point une technique pour calmer des gens qui avaient des douleurs horribles sur des cancers du pancréas. On faisait une infiltration dans le métamère qui correspondait donc près de la colonne d'un anesthésique et on mettait un aimant sur l'anesthésique et on pouvait diminuer les doses de morphinique chez ces malades. C'est-à-dire qu'on arrivait à des doses où on pouvait les calmer. Donc, Hyper intéressant. et Moi, je l'ai vu sur l'articulatoire. Tout ce qui est articulaire, par exemple, les aimants fonctionnent très très bien aussi. Il y a des gants avec des aimants ou des genouillères avec des aimants à l'intérieur. oui. Les résultats sont incroyables, hein. Vraiment. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. En France, il y a eu une interdiction qui avait été faite dans les années 90 parce qu'il y a un chirurgien qui avait traité les entorses de cheville avec des aimants. Les résultats étaient très bons. Il s'était pas rendu compte qu'il mettait à mal le marché des plâtres. Ah, Bon, bon. Mais en tout cas, ça nous fait plaisir et d'entendre un médecin qui nous parle des aimants. maintenant, on a la cryothérapie, on sait que le froid calme les douleurs, mais Et la cryothérapie, bien sûr. on a vu comment étaient traités les rugbymen de l'équipe de France avec, avec justement des cabines à froid où ça descend très vite. Et donc le froid arrive à calmer des douleurs et ça donne de bons résultats dans les douleurs des syndromes de sensibilisation centrale. Moi, j'ai eu des retours par des malades qui ont pu faire ça dans des centres de rééducation où elles ont été prises en charge pour des fibromyalgies invalidantes et ça donnait de bons résultats. Voilà. Hmm. À côté de ça, on a les méthodes complémentaires ou alternatives. Bien sûr, l'acupuncture, l'auriculothérapie, l'auriculomédecine. Moi, ça a été mon outil de prédilection et j'ai toujours eu de bons résultats avec ça. La phytothérapie, où on a quand même il ne faut pas oublier que beaucoup de molécules de l'industrie chimique sont des extraits au départ des extraits de plantes qui ont été synthétisés. Et vous avez un produit que j'affectionne particulièrement, qui est le palmitoacétaldéhyde, qui a un effet anti-inflammatoire et antalgique. Et Voilà, redonnez-nous le nom, s'il vous plaît. palmitoacétaldéhyde ou PEA. Palmitoacétaldéhyde. OK. Et j'ai aidé au développement d'un complément alimentaire qui en contient, qui s'appelle le Synerdol, et qui donne de très très bons résultats, même sur des douleurs neuropathiques, puisque le palmitoacétaldéhyde, c'est un produit que sécrètent nos cellules pour calmer la douleur. D'accord. Et donc, c'est un dérivé d'acide gras. C'est un dérivé d'acide gras qui a un effet anti-COX-2, c'est-à-dire qu'il a un effet équivalent à des médicaments très puissants anti-inflammatoires comme le Cerebrex. Et il a un effet antalgique qui est équivalent au tramadol. Donc, on peut manipuler ce type de produit sans avoir d'effets secondaires en ayant des effets très puissants. Il suffit d'adapter la dose. Très bien. Bon, ça, c'est extrêmement une Et, information extrêmement forte, celle-ci. et ensuite, il y a le CBD, avec tous les Et problèmes. le CBD. Donc, cet extrait de cannabis qui est intéressant pose certains problèmes. Ça Alors, lesquels? a été commercialisé en Espagne avant d'être commercialisé en France, c'est-à-dire qu'on peut avoir une saturation des récepteurs cannabinoïdes et ces récepteurs, à partir de ce moment-là, font qu'on peut avoir une sensibilisation à la douleur, dans la mesure où il faut vraiment avoir un CBD pur. Moi, j'ai connu un monsieur
qui était jardinier municipal de son État et qui, pour l'Association espagnole du cancer, cultivait sous contrôle de la police du cannabis. Et il avait sa consommation personnelle. Il avait une sensibilité euh, telle qu'il était impossible de le toucher. Donc, en fait, le seuil de la douleur, du fait de saturer ses récepteurs, avait baissé de telle façon qu'il avait un tableau de fibromyalgie, enfin de sensibilisation centrale, qui était dû à sa consommation de cannabis. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. D'accord. Et Bon, faut bon, en tenir compte en tout cas sur le dosage. Là en aussi, tenir c'est bien compte, d'être encadré. De toute façon, à partir du moment où on ça, s'automédicamente, bon, ça c'est donne cool. des résultats, mais ça n'est pas inoffensif. Il faut savoir Bien sûr. ce qu'on manipule et comment on le manipule. Voilà. Mmh. Alors, ensuite, vous avez toute la prise en charge de la souffrance dans la douleur chronique. Donc Donc psychologique. là, on a parlé du volet douleur, on parle du volet de la souffrance, donc bien sûr, il y a les psychothérapies. Il faut que le malade puisse exprimer sa souffrance, parce que souvent, il y a un élément déclenchant qui est un élément qui est lié à un traumatisme psychique, à une situation mal vécue, qui fait que cette douleur qui aurait pu être traitée physiquement n'a pas pu être traitée parce qu'il y a la composante qui sert d'amplificateur, qui est la souffrance, qui est la composante souffrance. Mmh. Et bien sûr, il y a la psychothérapie et les thérapies psychocorporelles qui ont une très grande importance, bon, l'hypnose, toutes les techniques de méditation. Et en fait, ça a une énorme importance dans le résultat, parce que le résultat, il dépend, un, de l'expérience du praticien, et deuxièmement, l'élément le plus important, probablement, c'est l'implication du patient dans la prise en charge de sa maladie. Parce que c'est une maladie particulière, c'est pas un symptôme de la douleur chronique. Mmh. Bien C'est pas sûr. l'expression d'autre chose. C'est une Mmh. maladie en elle-même. Mais on peut calmer une douleur, mais on ne peut pas calmer la souffrance s'il n'y a pas d'implication du malade et s'il n'y a pas d'expérience du praticien. Voilà. Ensuite, on a les échecs. Oui. Non-observance non-observance du patient. Lié à des difficultés à assumer la complexité du traitement ou un refus de changement d'état. Et donc là, je raconte toujours l'histoire de mes trois douleurs. C'est une patiente qui était dans un village qui s'appelait Douleur, qui vivait dans ce village qui s'appelait Douleur et qui s'appelait Marie des Douleurs, de son prénom. Donc je la vois arriver, un peu caricatural, sur une chaise portée par ses deux fils, le mari qui marchait devant. Mais attendez, c'est une vraie histoire ou c'était, je pensais que C'est c'était un peu une métaphore ou... Ah non, c'est d'accord, quelque c'est une vraie chose de histoire. vécu, c'est quelque chose de vécu. D'accord. Et c'est traumatisant pour le médecin. Les fils arrivent, j'avais un couloir qui faisait 8 mètres dans mon cabinet. Il me pose la maman avec le fauteuil. Bon, je la fais passer dans la pièce d'examen à côté. Quand j'ai fini l'examen, c'était une vraie fibromyalgie. Probablement, je pense que c'était dû. Avec son mari, ils étaient propriétaires et ils tenaient un café-restaurant, une brasserie-restaurant. Et je pense que c'était dû à l'inhalation des huiles qu'elle respirait toute la journée en faisant des fritures, qui est une forme, Ah, qui est une forme d'intoxication. On en a parlé déjà dans le dossier sur les syndromes de sensibilisation centrale. Donc une vraie pas l'intoxication à la friture alimentaire, hein. Et par inhalation, je n'ai pas souvenir de inhalation, ça. oui, bien Et sûr. d'accord, Parce que des huiles de friture, c'est pas de l'huile de première pression à froid. Hein, bien sûr, non, non, mais c'est bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà. par inhalation, fibromyalgie par inhalation, huile de friture, c'est, bah, en tout cas, c'est intéressant de le rappeler. Donc, on a une prise en charge qui se fait. J'arrive à diminuer le seuil de douleur, donc elle reprend, elle arrive à avoir une activité. Puis au bout de 6 mois, je la vois débarquer seule au cabinet et elle vient me dire, docteur, je suis venu vous dire au revoir. Puis, ben, je vois que vous allez beaucoup mieux, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez plus me voir? Elle me dit, ça m'intéresse pas. Elle me dit, vous comprenez, on a ce café-restaurant et je suis malade et
Je suis à la caisse et tout le monde vient me plaindre et tout le monde vient parler avec moi. J'ai dit, et maintenant, maintenant que je vais mieux, ils m'ont remis à faire la plonge et à recuisiner. Ça m'intéresse pas. Moi, je veux être malade. Les effets, les effets secondaires bénéfiques, ça, je crois que ça a un nom dans le, C'est quand, difficile à vivre en disant j'ai aidé cette femme et elle a pas pu s'affirmer en disant ben, j'ai été malade, maintenant il faut plus que je fasse ça. Non, c'était retrouver son état où on allait la plaindre. oui, oui, mais il peut, bah, parfois, quand on souffre de maladie depuis longtemps et de douleur, oui, on peut être dans une position où les gens viennent plus nous manifester de l'intérêt. Et parfois, on peut tomber, voilà, dans une espèce de travers où, bah, on est inconsciemment, souvent, hein. Bon, elle en a pris conscience, mais parfois, inconsciemment, on n'a pas trop envie de sortir de cet état-là parce qu'on a un regard porté sur nous, une lumière, une attention particulière. Elle avait une situation où on la plaignait, on la considérait. Mais elle en avait conscience, parce que souvent, on n'en a pas conscience. Souvent, les personnes n'en ont pas conscience, mais elle en avait conscience. Je comprends que pour le médecin, c'est troublant comme C'est très réaction. frustrant. Oui, 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 bien sûr. Ensuite, il y a un phénomène que j'avais évoqué dans un dossier précédent sur les ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, on sait que le brouillard électromagnétique dans lequel on vit, qui pour beaucoup est imposé, diminue la sensibilité des récepteurs médicamenteux aux médicaments. Ça veut dire que pour avoir le même effet, on est obligé d'augmenter les doses. Mm. Et qu'en fait, il faut mettre une protection électromagnétique en place pour pas être obligé d'augmenter de façon, je dirais, presque exponentielle la quantité de médicaments qu'on avale et perdre leur efficacité. Oui. Il y a plusieurs publications qui ont abordé le problème, qui ont analysé les types de récepteurs et c'est en particulier au niveau des récepteurs des morphiniques qu'on a ce type de problème et c'est un problème inquiétant parce que augmenter la dose de morphinique chez quelqu'un parce qu'il y a une non-réponse à cause d'une pollution électromagnétique, c'est quelque chose de grave quand même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est voilà, tout ce diagnostic Parce qui que peut parfois être. si vous augmentez la dose, vous augmentez les effets secondaires. Bien sûr. Oui, 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 rien n'est anodin dans aucune prise de médicaments. Elles sont Et parfois nécessaires, mais c'est ce que vous nous expliquiez dans le dossier sur les micronutriments. Chaque prise de médicament a automatiquement des répercussions avec des effets oui, secondaires. il y a des effets Plus ou secondaires qui moins sont très importants. catalogués. Il y en a certains qui apparaissent au bout de quelques mois, quelques années, qu'on n'a pas mis en évidence dans les études préalables. Donc, C'est le ça. dernier problème, c'est l'automédication. Et je reviens sur le problème du cannabis, qui aujourd'hui, on en trouve un peu partout, à cause de la qualité du CBD. S'il y a des traces de THC, on a une diminution de la sensibilité des récepteurs des médicaments et donc une efficacité moindre des médicaments. Voilà. Donc l'importance d'être toujours, voilà, toujours évidemment tous les conseils qu'on peut donner ici dans ce dossier ou dans d'autres dossiers. Bien sûr, c'est en accompagnement de son médecin, bien évidemment. Ne pas faire les choses par soi-même. Ce sont des clés, des pistes de réflexion que l'on présente à chaque fois. Mais bien sûr, être accompagné, c'est capital. Et je pense, on a évoqué le problème tout à l'heure, la difficulté d'accès aux médecins telle qu'elle existe aujourd'hui, fait que vous avez toujours un conseil qui peut être donné chez votre pharmacien à propos de l'interférence entre quelque chose que vous croyez anodin et le médicament que vous prenez. Bien sûr. Voilà. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y a toujours les pharmaciens qui peuvent être là aussi un peu enrôlés complètement. Et, Docteur, et la conclusion, ben, vous la connaissez, euh, c'est que la prise en charge de la douleur, c'est pas un métier qui s'improvise. complètement. Complètement. Et c'est bien que vous nous ayez remis en lumière et la douleur physique, bien sûr, mais toute la partie vraiment souffrance psycho-émotionnelle La qui est souffrance, la souffrance souvent est mise de côté. Or, c'est elle qui détermine le résultat. complètement. C'est elle, Absolument. c'est elle qui détermine le résultat. Bon, merci infiniment en tout cas, docteur Paya, pour voilà ce dossier éclairant de nouveau sur cette thématique voilà qui nous touche tous. De près ou de loin, plus ou moins. Et encore une fois, voilà, vous nous avez permis de mieux jauger tout cela. On peut avoir mal, douleur, symptômes, mais rentrer dans une maladie comme la douleur chronique, c'est autre chose.
Bien sûr, bien sûr. Mais c'était, voilà, justement, vous nous avez éclairé entre douleur chronique, bien différencier tout cela. Et de toute façon, si vous avez des questions plus spécifiques, vous voulez aller encore plus loin dans ce dossier ou sur certaines particularités, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine et le docteur Paya pourra répondre à toutes vos questions sur ce sujet de la douleur et de la douleur chronique plus spécifiquement. Merci beaucoup pour votre écoute. Passez une très belle fin de semaine. Merci, docteur Paya. Puis au plaisir de vous retrouver très vite. Merci pour votre accueil.